Il faut dissocier les deux questions, parce que le pari, ça n'est pas une infraction pénale, ça n'est pas un délit. Et la justice ne pourrait pas se saisir de ça. Alors oui, il y a eu des paris. Mais non, il n'y a pas eu de tricherie. Nous sommes le 12 mai 2012. Championnat de handball français, première division. L'Ogre montpelliérain affronte le club de Cesson qui joue son va-tout et qui veut absolument se sauver en première division. Quelques heures avant le match, la Française des Jeux est alertée sur des mises d'une ampleur suspecte sur une potentielle défaite du club montpelliérain. Que s'est-il passé? Qui sont les responsables? Quelle est l'ampleur de la fraude potentielle liée à ces mises astronomiques? On en parle tout de suite dans Unmixed. En septembre 2012, la chaîne France 3 Languedoc-Roussillon révèle que 8 joueurs sont suspectés d'avoir participé à des paris illégaux visant une défaite de l'Ogre montpelliérain face au Petit Pousset Cesson. Stupeur dans le monde du handball qui n'est pas habitué à ce genre de scandale, contrairement à d'autres sports, je ne vais pas donner de nom, mais les étonnements et les crispations sont très vite le quotidien de la presse sportive handball. Quelques jours plus tard, a lieu une rencontre entre le club de Paris et le club montpelliérain. Au sein du club montpelliérain, après le match, 6 joueurs sont interpellés. Et au sein du club parisien, 2 anciens joueurs de Montpellier qui ont rejoint Paris en cours de route sont également interpellés. On apprend que le kiné du club montpelliérain est également interpellé et que plusieurs proches sont également interpellés. Si on fait l'addition, on se rend compte que cette affaire de paris illégaux concerne une quinzaine de personnes. Mais très vite, la presse va appeler cette affaire l'affaire Karabatic. Lors de l'ouverture du procès en première instance au tribunal de Montpellier, on comprend qu'il est reproché à une quinzaine d'individus d'avoir participé à des paris illégaux. Les joueurs montpelliérains auraient misé sur un score qui leur est défavorable à la fin de la première mi-temps du match face à Cesson. Il leur est aussi reproché d'avoir demandé à leurs proches, notamment à leurs femmes, d'avoir misé des sommes énormes. Les éléments sont accablants. Autour de cette affaire, la Française des Jeux réclame le remboursement des gains qui avoisinerait une somme de 300 000 €. Le club montpelliérain, qui se sent le cocu de l'histoire, demande réparation auprès de ses joueurs et évoque de potentielles poursuites. Et au sein des joueurs, on se retrouve face à différentes personnalités et différents impacts qui vont compliquer leur quotidien et leur vie future. Le club va bien, ça reste, comme je l'ai dit, une cicatrice importante dans l'histoire de sa vie. On espère toujours connaître la vérité, tourner la page. On fera valoir notre préjudice puisque, comme je le rappelle souvent, si le club va bien aujourd'hui, c'est une affaire qui aurait pu le faire disparaître. Nicolas Karabatic, qui est une star internationale et qui est le plus connu et dont le nom a été donné à l'affaire, ne risque pas grand-chose financièrement parlant, mais en termes d'image, son image en prend un sacré coup. J'ai jamais été inquiet. Bien sûr que je suis content d'avoir pu répondre à ces questions et comme je l'ai dit à monsieur le juge, maintenant j'ai hâte qu'on arrive à une décision le plus rapidement possible, quoi. Son frère Lucas Karabatic maintient le fait qu'il n'a pas participé au trucage de ce match et comme ses autres partenaires, ils estiment que ce match n'a pas été truqué. Si je reviens à Nicolas Karabatic, concrètement, il ne comprend pas ce qu'il fout là. De 1, il comprend pas pourquoi son nom est attaché à l'affaire. De 2, il n'était pas sur le terrain lors de ce match. Et de 3, il n'a pas parié. Par contre, la justice lui reproche d'avoir suggéré et demandé à sa femme d'avoir misé 1 500 €. La compagne de Lucas Karabatic prend un rôle assez important dans l'enquête et dans cette histoire. En préparant cette vidéo, je découvre que Patrick Montel tient à l'époque un blog et retrace une anecdote qui va rapidement symboliser cette affaire.
Jenny Priez, au cours de la même journée, elle a été vue au sein d'un bistrot avec son compagnon et elle aurait été aperçue en train d'apporter de l'argent liquide et quelques heures plus tard, elle a été aperçue au sein d'un autre café. Elle aurait misé une somme astronomique. Lors de l'enquête, les téléphones vont être analysés et 2 SMS écrits par Jenny Priez vont apporter des éléments complémentaires à l'enquête. Il y a cette fameuse phrase qu'elle aurait envoyée à son mari, « Je me sens comme un bandit », et une seconde où elle parle d'un pactole qui va pouvoir être utilisé pour des célébrations à Ibiza. C'est le tourbillon médiatique, l'affaire s'emballe, Jenny Priez, qui était à l'époque animatrice sur une chaîne de la TNT, disparaît de l'antenne. Sa direction souhaite qu'elle se retire le temps que la procédure se termine. Sauf que le nom des frères Karabatic et de Jenny Priez reviennent incessamment. Et en plus, ce procès va durer plus de 5 ans. 3 ans plus tard, en juillet 2015, le tribunal de Montpellier annonce son verdict. Les différents protagonistes écopent de peines d'amende pour escroquerie. Nicolas Karabatic écope de 10 000 € d'amende, Luka Karabatic écope de 15 000 € d'amende et leurs compagnes écopent respectivement de 10 000 € d'amende. Considérés comme les cerveaux de l'opération, le joueur montpelliérain Bojinovic et son ami buraliste écopent des peines les plus élevées. 30 000 € d'amende chacun. L'ensemble des protagonistes font appel de cette décision. Fin d'année 2016, Nicolas Karabatic maintient sa position. Il n'a aucun lien avec cette histoire, d'ailleurs aucune preuve ne l'a démontré. Son frère Luka Karabatic reconnaît avoir parié contre sa propre équipe, mais nie le scénario de trucage du match, ce qui est le cas également des autres protagonistes. Les condamnations sont maintenues par le parquet. Suite au verdict du procès en appel, les frères veulent vraiment aller au bout du bout et demandent un pourvoi en cassation pour obtenir gain de cause. Fin d'année 2017, ils reviennent sur leur décision, ils estiment que le mal a été fait et veulent passer à autre chose. Pendant ces 5 années, les noms des frères Karabatic sont revenus incessamment sur la place publique et ont alimenté un scandale qui a impacté un sport pendant plusieurs années, alors que ce sport était un sport sans histoire à la base. Nous savons que les joueurs, et Luka Karabatic l'a reconnu, que certains en tout cas ont participé à ces paris illégaux. Nous savons que Jenny Priez, cette anecdote racontée par Patrick Montel était vraie. Mais aujourd'hui, on peut aussi se poser la question du traitement médiatique qui a été fait avec le nom des Karabatic qui a été utilisé et récupéré sans cesse, pendant que d'autres qui étaient mêlés à l'histoire étaient moins salis sur la place publique. En tout cas, ce fait explique les dérives des paris sportifs, notamment quand les sportifs professionnels s'y intéressent, et rappelle à quel point cette pratique liée à des paris sportifs doit être régulée par des instances. Et là, pour le coup, si on revient au tout début de l'affaire, la Française des Jeux a pu réagir très vite en identifiant des sommes astronomiques misées sur un match ordinaire par des personnes dans des zones géographiques concentrées, un cluster à Montpellier, un autre à Paris. Et au final, même si on n'a peut-être pas toute la vérité dans cette histoire, cette affaire a servi de leçon et, on l'espère, permettra aux instances de continuer à être vigilants par rapport aux pratiques sportives professionnelles autour de ces jeux d'argent. C'est tout pour moi. Si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager d'autres affaires que vous aimeriez bien que l'on traite avec l'équipe. Et puis on se retrouve très vite avec Mathieu, Polo, Toff et moi-même. Salut les mixters!